Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble du personnel national comme international de la MINUSCA, tout le staff, les volontaires, la composante militaire et de police. Et surtout, je pense à nos amis qui sont sur le terrain pour votre présence à cette rencontre et votre implication au quotidien dans la mise en œuvre de notre mandat dans un climat parfois austère, difficile. Je voudrais noter que cette rencontre est, je crois, la troisième rencontre du genre parce que j'avais pris l'engagement d'avoir tous les 3 mois ce town hall meeting. Je pense que jusqu'à ce jour, cet engagement a été respecté. Et je compte tenir la prochaine réunion au mois de décembre. Le 12 décembre précisément, ça va être le 4e town hall meeting. Donc on aura tenu 4 town hall meetings durant l'année. Je voulais saluer l'engagement de tout le personnel dans la mise en œuvre du mandat de la mission, conformément à la résolution 2448 du 13 décembre 2018. Je pense que c'est important aussi en ces moments de rappeler l'objectif stratégique assigné à la MINUSCA, à savoir principalement créer les conditions politiques, sécuritaires et institutionnelles qui permettent de réduire durablement la présence des groupes armés et la menace que ces groupes représentent en adoptant une approche globale et une position proactive et robuste, sans préjudice des principes fondamentaux du maintien de la paix. Au nom de ces principes, je rappelais l'un des principes qui me semble essentiel et que nous devons toujours avoir à l'esprit, c'est l'impartialité. L'impartialité. Il y a des aspects importants du mandat qu'il convient d'avoir toujours à l'esprit, chaque jour quand on se réveille et chaque jour quand on va au bureau. Protection des populations civiles. C'est le maître mot. Protection des populations civiles. Appui à la restauration de l'autorité de l'État. Soutien au processus de réforme du secteur de la sécurité, du DDR, la lutte contre l'impunité, la promotion des droits de l'homme, de la justice pour tous et de l'état de droit. Je voudrais aussi relever l'usage stratégique des bons offices qui sont partie intégrante de notre mandat dans le processus de paix, avec toutes les missions conjointes que nous avons déployées dans la période en interaction et en concertation étroite avec l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour accompagner le processus politique de mise en œuvre de l'accord. Nous avons devant nous des événements importants, l'Assemblée générale des Nations unies, avec cette réunion de haut niveau qui se tiendra en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, plus précisément le 26 septembre, sous la coprésidence du secrétaire général des Nations unies et du président de la République centrafricaine, président Touadéra, avec la participation du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général de la CAC. C'est un événement important que nous préparons aussi. Nous aurons également le rapport du secrétaire général des Nations unies sur la situation politique et sécuritaire en Centrafrique, le dernier rapport de l'année sur lequel nous sommes en train de travailler et qui devrait être rendu public le 15 octobre prochain, juste avant le renouvellement du mandat de la MINUSCA qui se termine au mois de décembre. J'ai l'ambition d'aborder très rapidement quelques questions. D'abord, l'état de la mise en œuvre de l'accord de paix, les violations de l'accord
et tous les incidents de sécurité liés à sa mise en œuvre, les récents événements de Birao, le renouvellement du mandat de la MINUSCA et l'appui éventuel au processus électoral, l'engagement à la prévention et à la réponse à l'exploitation et aux abus sexuels, et enfin les recommandations qui ont été faites par l'Ombudsman dans son dernier rapport. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix, il faut noter que nous avons tenu la 4e session du comité exécutif de suivi du 31 juillet au 1er août et beaucoup de recommandations relatives aux violations répétées de l'accord par certains groupes armés ont été faites, dont la tenue d'une réunion de concertation et de suivi du dit accord. Et cette réunion s'est tenue les 23 et 24 août dernier à Bangui. Je rappelle que cette rencontre de Bangui, la première véritablement après la signature de l'accord, le 6 février, a permis aux signataires de l'accord, groupes armés et gouvernements, de se parler les yeux dans les yeux. Nous avons pu, lors de cette réunion, avec l'appui des garants et de tous les facilitateurs, faire une évaluation de la mise en œuvre de l'accord, évoquer les avancées qui sont importantes, même si elles sont encore timides, mais aussi et surtout les défis et les solutions pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Et à cette réunion, on prit part 2 leaders de groupes armés, notamment Abdoulaye Hissène et Al-Katim. Je voudrais, au nom de tous, me réjouir des conclusions de cette concertation qui a permis de clarifier les positions de chaque partie sur les questions importantes comme le DDR ou sur la mise en place des unités mixtes de sécurité. Et ce CES, ce comité exécutif de suivi, a prorogé le mandat de la commission inclusive pour 3 mois pour lui permettre de mettre en œuvre ses activités, notamment la descente prochaine sur le terrain avec l'appui de la MINUSCA pour collecter les plaintes des populations affectées et produire un rapport qui sera soumis à la prochaine commission vérité, justice, réparation et réconciliation qui sera mise en place dans les prochaines semaines. Sur les engagements du gouvernement relatifs à l'accord de paix, il faut indiquer que le projet de loi sur les partis et regroupements politiques, ainsi que le projet de loi sur le statut de l'opposition ont été adoptés par la Commission nationale des textes suite à l'atelier de validation qui s'est tenu le 25 juin avec l'appui de la MINUSCA. Les 10 projets seront étudiés prochainement en Conseil des ministres avant leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen à la rentrée parlementaire du mois d'octobre prochain. Et je voudrais souligner que la loi sur le statut des anciens chefs d'État a fait l'objet de consultations avec le gouvernement, la Cour constitutionnelle et avec notre soutien. Ce qui a permis une révision de la loi adaptée au contexte actuel. Et le dit projet a été transmis au président de la République par le secrétariat technique du comité exécutif de suivi. Alors, sur les arrangements sécuritaires transitoires, je voudrais noter la mise en place et le fonctionnement du comité stratégique de pilotage des USMS. Nous voudrions au passage également, vous l'avez suivi, souligner, après cette réunion de suivi des 23 et 24, la démission ou les démissions en cascade d'Al-Katim le 27 août dernier et de Sidiki le 4 septembre de leur poste de conseiller militaire auprès du Premier ministre. Nous avons déployé dans la période également beaucoup d'efforts en rapport avec l'Union africaine et la CAC pour encourager les groupes à respecter leurs engagements et aux démissionnaires de revenir sur leurs décisions.
étant entendu véritablement que ces démissionnaires n'ont véritablement jamais occupé les postes desquels ils démissionnent. C'est très facile de démissionner quand on n'a jamais occupé un poste. On ne l'a jamais exercé et on dit on démissionne. Parce que depuis qu'ils ont été nommés, les 3 conseils militaires, Al-Khatim, Ali Daras et Sidiki, ils n'ont jamais exercé les fonctions de conseil militaire. Jamais. Ils n'ont jamais pris service. Ils n'ont jamais disposé d'un bureau. Ils n'ont jamais perçu 1 franc de salaire. Ils n'ont jamais reçu un texte qui définit leurs prérogatives, leur mandat. Donc c'est très facile de dire que je démissionne d'un poste que je n'ai jamais occupé. Je pense que c'est important de le préciser. Alors sur les engagements des groupes armés, je voudrais saluer la volonté symbolique de certains groupes, les FDPC, même si c'est parfois pas le leadership, mais c'est les éléments qui sont à la base de leur comportement, parce que nous observons et le comportement des leaders et le comportement des éléments qui sont sur le terrain. Le FPRC, le MPC, l'UPC, le MLCJ, à travers de nombreux communiqués qu'ils ont rendus publics, communiqués par lesquels ils s'engagent à lever les barrières, à respecter le déploiement des forces de défense et de sécurité et à travailler à la vulgarisation de l'accord, même si il y a parfois un fossé énorme entre les déclarations et les réalités et la pratique sur le terrain. Garant comme facilitateur, travaille la main dans la main et reste ferme sur l'exigence du respect des engagements des groupes armés. En analysant objectivement ce qui se passe depuis le 6 février, nous constatons tous qu'il y a une baisse tendancielle des violations des droits de l'homme, qui renforce l'hypothèse qu'un accord crédible doit pouvoir contribuer à la protection des civils et créer un environnement favorable à la jouissance des droits de l'homme. Parlons maintenant des violations et incidents liés à la mise en œuvre de l'accord. Comme je l'ai dit, il y a une dynamique à la baisse des violations depuis la signature de l'accord. Je relève néanmoins que les violations également restent toujours élevées. Soit un total de 9 781 violations commises par 6 groupes armés signataires de l'accord, répartis selon les catégories suivantes. 49% de violations à l'encontre des civils et des infrastructures, 24% concernant les restrictions de mouvement, toutes les barrières qui ont été érigées, 18% d'activités militaires interdites par l'accord, 9% entrave à la restauration de l'autorité de l'État. Ces violations ont persisté, malgré la tenue à Bangui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les 23 et 24 août, d'une rencontre avec les signataires de l'accord. Et notamment, nous constatons des violations récurrentes du groupe des 3 R. Les incidents entre UPC et Anti-Balaka qui ont semé la panique au sein des populations de Mingala et de la mine de Kolo, sans oublier le fait le plus récent, les affrontements armés entre le FPRC et le MCJ à Birao. Je relève également que 5% du total des violations de l'accord sont attribués au gouvernement à travers ses démembrements, la police, la gendarmerie et certaines autorités locales. Je voudrais insister sur le risque d'une augmentation de ces violations à l'approche de la reprise de la transhumance, de la mise en place des USMS et du début de la période électorale. S'agissant des récents incidents à Birao, ces incidents ont entraîné la mort de civils, la mort d'éléments également de groupes armés, de part et d'autre, de nombreux blessés et
un déplacement massif de populations civiles. Je voudrais saluer la réactivité du bureau de Birao, de son chef et de tout le personnel dans les efforts déployés pour protéger les populations civiles et tenter d'apaiser la situation. Je voulais saluer la promptitude de la réaction également de la représentante permanente adjointe, Mme Denise Brown, qui se trouve, je crois, à Bria, et qui nous parlera de là où il se trouve, qui a conduit immédiatement après les incidents une équipe sur le terrain pour évaluer la situation humanitaire. Je réaffirme la condamnation ferme de la MINUSCA, de ces violences, de ces violations de l'accord. Et nous allons nous engager dans une enquête pour rechercher et traduire en justice tous les responsables de ces exactions. Je voudrais informer le personnel des actions qui ont été entreprises ici à Bangui. J'avais pris la décision de dépêcher une équipe conduite par l'adjoint au directeur de cabinet, Souleymane, ainsi que le DFC, qui sont rendus hier également à Birao, et ce qui nous a permis d'avoir les derniers développements. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 personnes déplacées autour du camp de la MINUSCA, qui, comme vous le savez, n'est pas clôturé, et plus de 500 au niveau de l'aéroport. Nous avons mis en place un pont humanitaire pour apporter des vivres et des médicaments parce qu'il n'y a pas de stock à Birao. Et jusqu'à hier, les mouvements de population se poursuivaient en raison des menaces d'Abdoulaye Hissène qui veut coûte que coûte reprendre la ville de Birao et qui, semble-t-il, a déplacé beaucoup de monde pour des renforts à Birao. La force est restée sur une position robuste et aujourd'hui, un certain nombre d'actions de la force vont être entreprises à Birao pour arrêter les affrontements. Et nous mettons au défi ces groupes armés d'arrêter ces affrontements. Et ce qui s'est passé à Birao ne restera pas aussi impuni. Je voudrais signaler la parfaite coordination entre la MINUSCA et les deux garants de l'accord, l'ACAC et l'Union africaine. Nous travaillons la main dans la main parce qu'il ne faut jamais oublier que l'accord de paix découle d'une initiative africaine et que dans l'accord, il y a deux garants, l'ACAC et l'Union africaine. Nous, en tant que Nations Unies, nous sommes facilitateurs. Ce qui fait que parfois, nous ne pouvons pas prendre un certain nombre d'initiatives sans concertation avec les garants. Mais la coordination marche très bien. Sur le renouvellement du mandat de la MINUSCA, les discussions sont en cours aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité. Entre-temps, j'ai mené beaucoup d'échanges avec des autorités d'États membres du Conseil dans le cadre de missions récentes pour justifier la nécessité d'un renforcement du mandat de la MINUSCA en appui à l'accord de paix et au processus électoral. Des échanges se poursuivent également avec le siège, notamment dans le cadre de vidéoconférences que nous aurons la semaine prochaine et lors de notre prochain séjour à New York dans le cadre de la session de l'Assemblée générale des Nations unies. Chers amis, les défis persistent. Défis politiques, financiers, logistiques et sécuritaires. Surtout dans la perspective de la tenue des élections présidentielles, législatives et locales en 2020-2021. Nous souhaitons que la MINUSCA soit dotée d'un mandat électoral renforcé. Mandat sans lequel il serait difficile d'aider les institutions nationales à relever les défis pour la tenue des élections à bonne date. Je voudrais également souligner l'importance de disposer de fonds budgétaires additionnels. Nous avons déjà fait une évaluation des besoins en termes de postes. Nous sommes en train de voir à partir de notre propre budget quelle réaménagement nous pouvons faire. Mais il est important de souligner, et je l'ai fait durant tous mes déplacements, il est important de souligner que si nous sommes
doté d'un mandat électoral renforcé, il faut des ressources additionnelles. Absolument, pour nous permettre, en tout cas, d'apporter tout l'appui logistique nécessaire et d'assurer la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après les élections. Et le nouveau mandat, nous le pensons, devrait assurer la complémentarité entre les différents mécanismes de justice existants, comme la Cour pénale spéciale et les cours ordinaires, et les mécanismes de justice transitionnelle prévus dans l'accord de paix, afin de mieux lutter contre l'impunité et de mieux prendre en charge les droits des victimes à une juste réparation. Je voudrais réaffirmer notre détermination à intégrer l'approche genre et l'agenda femmes, paix et sécurité dans les processus politiques et de paix en cours, y compris dans toutes les opérations et programmes de la mission. C'est une question importante également qui nous préoccupe, qui préoccupe le siège, c'est la question de la prévention et de la réponse à l'exploitation et aux abus sexuels. Je rappelle l'exigence pour tous d'avoir la claire conscience que c'est un fléau qu'il faut absolument bannir et combattre, et que de ce point de vue, la politique du secrétaire général est claire et nette, tolérance zéro. Nous avons engagé tout récemment, le 21 août, une campagne de signature et les différents chefs de section ont signé une lettre d'engagement. Et je voudrais inviter tous les personnels concernés qui n'ont pas encore signé la lettre d'engagement à se rapprocher de l'équipe de conduite et discipline CDT pour signer la lettre. Enfin, dernier point qui me semble important, c'est les recommandations du rapport de l'Ombudsman, qui a souligné dans son rapport différents problèmes que nous sommes en train d'examiner et auxquels nous devons absolument trouver des solutions. C'est le micro-management de la part de certains superviseurs et le non-respect des droits des employés. C'est également le processus de recrutement qui ne semble pas toujours transparent. C'est également l'inéquité dans le traitement des personnels nationaux et les volontaires par rapport aux autres personnels, notamment pour ce qui est des congés, notamment pour ce qui est des formations des stages, et notamment pour ce qui est de l'utilisation des véhicules. Autant de manquements auxquels je m'engage personnellement à mettre fin. Il y a des problèmes de communication aussi, barrières linguistiques avec les personnels des services médicaux, dont l'efficacité dans le traitement des maladies tropicales reste posée. Nous allons réfléchir pour trouver une solution à cela. Il y a les questions environnementales, la gestion inappropriée des déchets, qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur la santé des populations et sur la santé du personnel notamment. Il y a d'autres préoccupations en matière de comportement et de standards de conduite qui ont été soulevés par le personnel. Il s'agit notamment de la perception que l'environnement de travail au sein de la mission est défavorable aux femmes qui font parfois l'objet de maltraitance de la part de leurs supérieurs. La situation du personnel national, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des volontaires, qui font l'objet de discriminations diverses, de harcèlement et d'abus d'autorité. Il y a la question également de la mobilité et de la formation des UNV et du personnel national. Vous conviendrez avec moi que de tels comportements ne peuvent être tolérés. Il faut pallier toutes ces lacunes qui impactent sur le moral et sur le bien-être du personnel, ainsi que, subséquemment, sur l'efficacité de la mission. Nous allons mettre en place des groupes de travail chargés de formuler des recommandations dont la mise en œuvre, j'en suis sûr, permettra d'apporter une réponse à chacune des préoccupations
soulevés par le personnel. Et je charge le Chief of Staff de mettre en place le plus rapidement ce groupe de travail et d'impliquer également toutes les sections dans la réflexion. Les directives nécessaires ont été données au leadership pour étudier et proposer des mesures destinées à répondre aux constatations objectives qui ont été faites par l'Ombudsman et qui ont été portées à mon attention également par les associations de personnel que j'ai reçues. Il y a, j'insiste, la question de la parité homme-femme dans le recrutement, les ratios de formation à l'extérieur entre le personnel national, le personnel international et les UNFI. Je voudrais encourager tout le leadership de la mission à promouvoir le dialogue social au sein de la mission pour une prévention et un règlement pacifique des différends individuels. On a trop souvent recours au contentieux, c'est le droit, mais il y a des problèmes que nous pouvons également résoudre par le dialogue. Et je voudrais enfin réaffirmer ma détermination et celle de tout le leadership à mobiliser toute la mission pour créer un bon environnement de travail qui favorise l'épanouissement de tous et la productivité. Je vous remercie de votre attention.